Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Aujourd'hui, on va accueillir Pascaline, une femme extraordinaire qui a décidé de partager son parcours avec nous. Pascaline est âgée de 32 ans. Elle nous ouvre son cœur pour parler de son expérience en tant que maman, tout en vivant avec une dépression et un trouble anxieux généralisé. Elle est bien plus que ces troubles de santé mentale. C'est une femme, une épouse, une sœur, une fille, une amie, une cousine, mais surtout une maman. La société a du mal à concilier la parentalité avec la réalité des troubles psychiques. Mais Pascaline soulève des questions importantes. Comment soutenir les parents confrontés à ces défis? Comment accompagner leur parcours sans imposer de chemin? Comment répondre à leurs besoins spécifiques? À travers sa formation pour devenir père aidante en santé mentale, Pascaline a découvert que beaucoup de personnes se posent les mêmes questions complexes sur la parentalité et la périnatalité. Elle s'est engagée alors à explorer ce sujet, à accompagner ceux qui vivent avec des troubles psychiques chroniques et à les aider à élaborer leurs projets et à obtenir des réponses qu'ils recherchent. Dans cet épisode, Pascaline partage son expérience, elle démonte les stigmates entourant la demande d'aide et plaide pour un soutien respectueux et personnalisé des parents vivant avec des troubles psychiques. Restez avec nous pour une conversation profonde sur la responsabilité parentale, l'amélioration des relations parents-enfants et la déstigmatisation de la quête d'aide quand elle est nécessaire. Excellente écoute. Bonjour Pascaline, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours personnel? Disons que je viens d'un milieu où on parle très très peu de nos difficultés. Mes parents sont des personnes très anxieuses, très inquiètes pour notre futur, à moi et mes frères et sœurs. Très jeune, en fait, on m'a appris à ne pas faire attention à mes problèmes, à faire semblant que tout allait bien. Et j'ai senti assez tôt, je pense, que mes parents me trouvaient différente, que j'étais différente en fait, et c'était une grosse inquiétude pour mes parents, et du coup mes parents voulaient absolument que je m'intègre, et du coup pour eux le seul moyen c'était de faire semblant que j'avais aucun souci, que je m'adapte, je demande pas d'adaptation, que je demande pas de RQTH, que je demande pas de tiers-temps ou ce genre de choses. Donc en fait j'ai très peu appris à m'écouter, j'ai très peu appris à faire attention à mes besoins. C'est quelque chose de très complexe pour eux et pour moi moins maintenant, mais pour eux c'est quelque chose encore qu'ils ont du mal à comprendre en fait, que on peut faire attention à soi sans être nécessairement égoïste. Mais disons que c'est des personnes qui ont pris énormément sur eux toute leur vie et ils savent pas forcément faire autre chose, mais on en discute et ils savent ce que j'en pense. Ma dépression, en fait, j'ai pas que j'ai la dépression et j'ai un trouble anxieux généralisé. Et puis après, j'ai plein d'autres troubles qui vont avec. En fait, moi, j'appelle ça ma constellation de troubles parce qu'en fait, j'ai des grands troubles et des petits troubles. C'est pas du tout un langage scientifique. C'est pas du tout comme ça qu'on appelle ça en médecine. On appelle ça des comorbidités. Mais moi, ça fait partie de mon quotidien et j'aime pas parler de comorbidité. Et du coup, je parle de constellation. Donc, j'ai ma dépression qui est le premier trouble qu'on m'a diagnostiqué. Beaucoup plus tard, on m'a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé.
J'ai aussi donc un trouble panique où je fais des crises d'angoisse, de la dermatillomanie où en fait je m'arrache des peaux, je stresse. Je fais de l'agoraphobie, c'est-à-dire que j'ai peur des foules, où j'ai fait des grosses crises où j'arrivais même pas à sortir de chez moi. Et à chaque fois, les crises, ça a duré une semaine, mais j'en ai plus fait depuis plusieurs années. J'ai eu un trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire une hyperphagie, c'est-à-dire que je mangeais énormément, que je ne ressentais pas du tout la satiété. Quel trouble j'ai oublié? Il y a beaucoup de choses comme ça, en fait. J'ai des émotions très fortes et, voilà, je pense que j'en ai peut-être oublié, mais voilà. Ça fait partie de tout ce qui me fait fonctionner. C'est une partie de moi, mais c'est pas moi. En fait, moi, je suis ça et d'autres choses, en fait. C'est comme si on coupait la tranche d'un arbre et on regardait tout ce qui le composait. En fait, il y a ces troubles en moi, mais moi, je ne suis pas que ça, en fait. Je suis plein d'autres choses. Ça a été très long avant que je puisse vraiment identifier les troubles, que je puisse vraiment identifier que c'était quelque chose qui n'allait pas, en fait. Parce que comme je pense énormément de personnes, je me suis dit longtemps que c'était de ma faute, que c'était moi qui n'arrivais pas, qu'il fallait que je me force, il fallait que je fasse plus, en fait, que tout ce que je faisais n'était pas assez, alors que c'était pas du tout ça le problème. Mais en fait, c'est si quelqu'un a une jambe en moins et qu'on lui dit bah, tu cours pas assez vite, il faut que tu cours plus vite. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a une jambe en moins. Donc, ça a été assez compliqué. J'ai eu un parcours d'études très en fromage, quoi, avec des trous, avec des moments vides, parce que je n'y arrivais pas, en fait, que je n'arrivais pas à admettre que j'avais besoin d'aide, parce que c'était pas ce dans quoi j'avais grandi. Et en fait, le moment où vraiment ça a été un électrochoc, c'est quand j'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée pas si longtemps que ça, j'ai été hospitalisée 5 jours dans un service psychiatrique. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc. En fait, il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas et que à l'époque, en fait, tout a été détruit dans ma tête. En fait, je me disais que ça y est, c'est fichu, ma vie est fichue. Je ferai plus jamais rien de ma vie. Je suis finie, je vais finir dans un trou. Enfin bon, voilà. C'était vraiment comme ça que je le voyais et j'ai mis beaucoup de temps avant de me reprojeter dans le futur. Mais c'était un passage nécessaire parce que j'avais beaucoup construit d'illusions autour de moi, de choses dont j'étais persuadée. Et en fait, non, c'était pas du tout ça la réalité. Et en même temps, ça a été très douloureux, mais nécessaire. Après, j'ai eu une grande période où je me suis reconstruite, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, évidemment, ce qui m'a fait énormément de bien. Même maintenant, je suis pas sûre de pouvoir me passer de ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose de sûr, qui marche bien pour moi. Je donne un exemple très concret, c'est que je vois mon psychiatre toutes les semaines, et même si je n'ai pas forcément une relation particulière avec lui ou quoi que ce soit, là, il part en vacances un mois, et du coup, je suis stressée à l'idée qu'il part en vacances un mois, parce que je me dis, mais avec qui je vais râler, en fait? Alors que je ne suis pas seule du tout, je suis très bien entourée, mais c'est un endroit où je sais que je peux être la pire version de moi-même sans que qui que ce soit finisse blessé. Et il y a le côté de je peux lâcher tout en étant sûre et certaine que je ne vais pas blesser les personnes que j'aime, je ne vais pas blesser mon entourage. Et ça me permet vraiment de vivre au quotidien. Comment tu vis ta dépression et ton trouble anxieux généralisé? Maintenant, j'ai suffisamment de recul pour savoir que ça fait partie de moi. Il y a des choses en moi où on peut choisir. Enfin, il y a des choses en chacun qu'on peut choisir. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Et ça fait partie des choses qu'on ne peut pas choisir. Et donc, il faut vivre avec. Je vais donner un exemple. Ça peut paraître très loin de la vérité, mais pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Quand j'ai rencontré mon conjoint à l'époque, on n'était pas... Enfin, on était ensemble, mais on était très toxiques l'un pour l'autre. On n'avait pas une très, très bonne relation amoureuse. Enfin, c'était un peu particulier. Et en fait, il s'avère qu'il est tombé malade. Il a perdu
en partie l'usage de ses jambes. Il n'était pas en fauteuil, mais il a commencé à marcher en béquille. En fait, c'était essentiel. Il avait vraiment des douleurs immenses. On a fait plusieurs années d'errance médicale avec lui. En fait, on a fait plein de tests, plein d'hôpitaux. Et ça m'a aidé à voir les choses différemment pour moi. Ça m'a aidé à voir que, en fait, lui, je l'incitais beaucoup à demander de l'aide, à demander du soutien. Et en fait, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, j'ai le droit. Moi aussi, je peux demander de l'aide. En fait, j'ai le droit de vivre pleinement, en fait, en adaptant mon environnement. Ça m'a aidé à dédramatiser ma situation. Un exemple très concret, une anecdote auquel j'aime beaucoup repenser. Je lui ai offert une canne pour qu'il marche. Et du coup, je lui ai dit, quitte à être handicapé, il faut que ça soit cool. Donc, en fait, c'était une belle canne en bois avec une tête de viking en fer forgé dessus, quelque chose de magnifique. Et en fait, quand il s'est baladé dans la rue avec, il y a eu plusieurs fois des personnes qui l'ont arrêté en disant « Ah, elle est trop belle, votre canne. Où est-ce que vous l'avez fait faire ?» Parce que vraiment, les cannes orthopédiques, c'est pas beau. Et donc voilà, je suis vraiment dans ce truc-là de, quitte à avoir un handicap, autant faire en sorte que ça soit cool, autant profiter des bons aspects, parce qu'il y a énormément de mauvais aspects. Et du coup, en fait, s'il y a des aspects positifs, faut en profiter, quoi. Et c'est bizarre dit comme ça, parce qu'on va dire, mais c'est quoi les aspects positifs de ma dépression et de mon trouble anxieux? C'est vrai qu'on voit en premier les aspects négatifs. Moi, je vois aussi le fait que ça m'a rendue plus sensible, plus attentive. Ça m'a aidé à comprendre plus de choses. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup plus de choses. Ça m'a aidé à dépasser en fait mes limites que je pensais avoir, et notamment toutes les choses que je pensais jamais y arriver. En fait, finalement, j'y suis arrivée, et les choses que j'étais persuadée de réussir à bien faire, en fait, finalement, je les fais pas super bien. Donc, comme quoi, ça m'a révolutionné un peu mon monde. Alors, à partir de quand, de quel moment tu as réalisé que tu avais besoin d'aide et de soutien pour faire face, du coup, à ces défis de santé mentale? Je crois que ça fait un certain temps, mais je me sentais pas légitime, en fait. J'avais vraiment cette impression, et je pense encore que beaucoup de monde l'a, que mon cas n'était pas assez grave pour demander de l'aide. Je pense que beaucoup de gens le pensent, alors qu'en fait, c'est pas une question de gravité ou pas. En fait, si tu as besoin d'aide, tu demandes de l'aide, c'est tout. Moi, je suis allée pour la première fois voir une psychologue scolaire quand j'étais adolescente, et déjà, elle m'a pas vraiment encouragée à parler. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle m'a rejetée ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle me disait, c'est pas si grave. Et il y a eu après, quand j'étais étudiante, donc j'ai fait une grande école, et je sentais que c'était de plus en plus difficile. En fait, c'était comme j'étais encore dans ce truc de j'ose pas demander de l'aide, j'ose pas dire que ça va pas, parce que j'étais persuadée que tout le monde y arrivait et qu'il y avait que moi qui n'y arrivais pas. Or, spoiler, ce n'est jamais comme ça. Tout le monde est perdu. J'ai vu longtemps un infirmier psychiatrique à la santé scolaire, en fait, au CMP, qui était à côté de mon école. Et en fait, lui, il me répétait que tout allait bien, alors que le soir, je faisais des crises d'angoisse qui pouvaient durer jusqu'à 1 heure, que je me scarifiais, que j'avais fait plusieurs tentatives de suicide. Mais j'avais ce truc de, s'il me dit que tout va bien, c'est que tout va bien. Donc en fait, même si je fais tout ça, c'est que c'est moi qui n'y arrive pas, en fait. J'arrivais pas à comprendre que ça pouvait être lui qui avait tort et pas moi. Le moment où j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, en fait, je crois que je demandais de l'aide, mais que je ne réalisais pas vraiment que j'avais besoin d'aide. En fait, j'avais besoin qu'on me dise que j'ai besoin d'aide, parce que j'arrivais pas à me sentir légitime à demander de l'aide. C'est très complexe comme réponse, mais c'est ça, en fait, vraiment ce que je ressens. Et en fait, c'est le moment où quelqu'un m'a dit « Tu as le droit de demander de l'aide ». Ça m'a aidé à réaliser « Ah, oui, en fait, j'ai vraiment besoin d'aide ». C'est notamment, du coup, un psychologue qui m'a suivi en Allemagne. Donc, j'ai vécu 1 an en Allemagne. C'est là où j'ai été hospitalisée en service psychiatrique. Et c'est ce psychologue-là qui m'a dit, mais très, très rapidement, qu'en fait, mon cas dépassait ses compétences et qu'il allait continuer à me suivre tant que j'en avais besoin, mais qu'il fallait que je prenne des médicaments.
Et il a été très bienveillant avec moi, il a été très patient. Et en fait, c'est la première fois où je me suis sentie vraiment, ah, ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est pas que parce que je me force pas assez, en fait. Et je pense que ça m'a aidé justement à lâcher prise, en fait, à lâcher tout ce que je retenais depuis des années. Et il fallait que ça sorte un moment ou un autre. Et donc, du coup, j'ai été hospitalisée. Ça a été une très grosse douleur d'être hospitalisée parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je me suis bâti énormément d'illusions. Et en fait, c'était toutes mes illusions qui s'effondraient. En fait, pour moi, j'avais l'impression que c'était ma vie entière qui s'effondrait. Et d'une certaine manière, ça l'était. Mais cette vie-là que j'avais commencé à construire, c'était pas une vie pour moi. En fait, c'était pour une personne que je n'étais pas. En fait, que j'essayais de devenir, mais qui n'était pas du tout moi. Comment la dépression et ton anxiété ont-elles affecté différents aspects de ta vie, en particulier en tant que maman? Mais la peur, en fait, l'anxiété, moi, je l'associe énormément à la peur. La peur, ça augmente énormément quand on devient maman, en fait, parce qu'on a peur de notre enfant, on a peur de foutre sa vie en l'air, quoi. En fait, il faut dire les choses. On a peur de perdre sa garde, on a peur que notre enfant nous en veuille toute sa vie, on a peur de faire quelque chose qui va ruiner sa vie, qu'il va perdre un membre, il va tomber malade, tout ça à cause de nous. Enfin, on a peur constamment de ça. Et ça, c'est normal. Tous les parents ont peur pour leurs enfants. C'est normal. Mais quand on a un trouble anxieux déjà et qu'on a des idées noires très rapidement, telles qu'on peut avoir dans la dépression, en fait, ça peut l'affecter. Moi, ça faisait que avant d'être enceinte, j'ai eu extrêmement peur d'être parent parce que justement, en fait, je répétais souvent que j'aimais tellement mon futur enfant que je refusais de l'avoir, en fait. Parce que je savais que je pourrais pas être un bon parent pour lui ou elle. À l'époque, je ne savais pas encore que j'allais avoir un enfant. Mais voilà, c'était beaucoup ça, en fait. C'était la peur et l'anxiété et la dépression, ce sont des choses qui figent, en fait, qui bloquent. Et donc, en fait, ça me faisait reculer énormément devant beaucoup de choses. Et en fait, moi, j'ai envie de retourner la question. Je ne sais pas si c'est peut-être une question que tu as posée après. Moi, c'est la maternité qui a impacté différemment la dépression et l'anxiété parce qu'en fait, la dépression et l'anxiété m'ont tellement persuadée que j'étais capable de rien, que j'étais capable de rien faire, je n'étais pas capable de gérer ma maison, je n'étais pas capable de gérer ma vie, de gérer mon couple, de gérer mes relations sociales. Je n'étais pas capable de gérer le stress, toutes ces choses-là, en fait. Mais quand on a un enfant, on est forcé de faire des choses, en fait. Quand on a un enfant, qu'on ait des états d'âme ou pas, en fait, l'enfant, il va avoir besoin qu'on se lève la nuit, il va avoir besoin qu'on le nourrisse, il va avoir besoin qu'on remplisse le frigo. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et ça m'a permis de me montrer qu'en fait, j'étais capable. J'étais persuadée que je n'étais pas capable. Mais en vérité, je l'étais. Et ça a été une vraie révélation. Et je vous assure que tout le monde autour de moi m'a dit qu'il ne pensait pas que j'allais être une aussi bonne mère. Alors, je ne dis pas que je suis une bonne mère, pas du tout. Mais disons que j'ai dépassé les espérances de mon entourage parce que tout le monde était persuadé que j'allais crouler sur le stress. Et en fait, ça m'a permis de faire la différence entre ce qu'il y avait dans ma tête et ce qu'il y avait dans le monde réel. Et c'est une différence qui n'est pas évidente à avoir. Ça prend beaucoup de temps de réussir à faire cette différence. Mais moi, justement, le fait d'avoir ma fille, en fait, ça m'a permis de réaliser ce qui était concret, en fait, et ce qui n'était pas ce que j'anticipais un peu trop dans ma tête. Comment tu as ressenti la perception de la société par rapport à la coexistence de la maternité et des troubles de santé mentale? Ça, c'est un sujet je pourrais en parler des heures, en fait, vraiment. Mais en même temps, c'est mon travail. Je travaille justement sur ce sujet-là parce qu'en fait, je trouve que c'est très, très mal intégré. Déjà, moi, rien que le principe, en fait, j'ai passé de longues années où je me répétais que j'étais pas capable d'être mère. Et en fait, ça, c'est pas une pensée qui me suis venue comme ça spontanément. En fait, c'est une pensée qui a été alimentée par des préjugés que j'ai reçus des proches, des professionnels qui m'entouraient, de la télévision, des livres, des BD, des radios. Enfin, c'était vraiment, en fait, c'est un préjugé qui a été alimenté par tout ça.
et que j'étais vraiment pas du tout capable d'être mère juste à cause de mes troubles. Et le truc, c'est que ça a fait que lorsque je suis tombée enceinte, c'était pas prévu. Mais du coup, j'ai fait une très grosse décompensation parce qu'en fait, je me disais, ah mais en fait, je vais être forcément une mauvaise mère. Et donc, j'ai mal vécu ma grossesse et j'ai fait une dépression anténatale. Mais ça, je l'ai su que longtemps après, en fait, parce que, en fait, en tombant enceinte, je réalisais pas, en fait, j'étais persuadée automatiquement que j'allais être une mauvaise mère. J'arrivais pas à me dire que je pouvais être une bonne mère. Et en fait, il s'avère qu'une fois que ma fille est arrivée, bon, j'ai fait quand même une dépression postpartum, mais une fois que j'étais face au concret, que je n'étais plus uniquement dans ma tête, je me suis rendu compte que c'était pas si incompatible que ça, en fait. Et là, je reviens aussi à ce que j'ai dit sur le besoin d'adaptation. En fait, avec des adaptations, c'est possible. Mais il ne faut pas s'attendre à être le parent parfait de magazine, parce que déjà, le parent parfait de magazine n'existe pas. Mais en fait, on peut s'en sortir avec des adaptations et on a le droit d'avoir des adaptations si on en a besoin. C'est ça qui est très important. Sauf que c'est très mal vu. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de tabous. On n'en parle pas. On a aussi cette idée ambiante que si tu demandes de l'aide, c'est forcément que tu as un mauvais parent. Alors que nous, en fait, c'est positif de demander de l'aide. Ça veut dire que tu connais tes limites. Ça veut dire que tu vas respecter tes limites. Et que du coup, en fait, tu vas respecter aussi les limites de ton enfant. Et c'est ça aussi qu'on a envie de passer à nos enfants. C'est que, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut tous les conseils qu'on veut donner à nos enfants, il faut qu'on les applique à nous-mêmes, en fait. Je propose souvent aux gens, lorsque je les accompagne, c'est si votre enfant était à votre place en tant que parent avec un trouble psy, qu'est-ce que vous lui diriez? Et tout ce que vous lui diriez, il faut que vous le dites à vous-même aussi. En fait, c'est dans ce sens-là. Si vous voulez que votre enfant respecte ses limites, qu'il s'écoute, qu'il sache demander de l'aide quand il en a besoin, et il faut le faire aussi nous-mêmes. Et ça, c'est super important. Mais c'est mal vu. Et ça, c'est pas normal, en fait. Parce que c'est pas réaliste d'être parent sans avoir besoin d'aide, en fait. Et c'est le principe de toutes les associations militantes telles que Maman Blues, le Club Poussette, en fait, sont des associations justement pour parler de nos difficultés. Et justement, quand on a des antécédents psychiatriques, en fait, on a possiblement des risques d'avoir des difficultés. Et il n'y a rien de honteux à ça, c'est juste une réalité. Mais bon, il y a ce truc un peu d'illusion parfaite de parentalité qui fait que du coup, on se dit « Ah non, mais avoir une maladie, avoir un handicap, quel qu'il soit, hein, c'est pas que les troubles psy. » Et en fait, ça fait qu'on sera un moins bon parent. Alors que justement, en fait, nos enfants, ils vont pas être parfaits. Donc, ils ont besoin d'avoir des parents imparfaits. C'est ça aussi qui est important. On parle beaucoup de visibilité, de représentation dans les dessins animés et tout ça pour nos enfants. En fait, la première représentation, c'est nous. Si on montre à nos enfants que leurs parents peuvent avoir des handicaps, peuvent avoir des fragilités, ils seront plus à même d'accepter leurs propres fragilités et handicaps et accepter celles des autres aussi. C'est super important. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous des moments spécifiques où tu as ressenti le besoin d'une meilleure compréhension et de soutien en tant que mère vivant avec des troubles psychiques? En fait, quand je suis tombée enceinte, j'avais déjà bien avancé dans ce qu'on appelle le rétablissement, donc le parcours personnel qu'on entreprend pour mieux vivre sa maladie psy. Et du coup, je me disais, si j'avertis tout le monde, si j'avertis tous mes médecins, toutes mes aides-soignantes, toutes mes infirmières, sages-femmes et tout ça, si j'avertis tout le monde que j'ai une maladie, en fait, ça va être mieux pris en compte. Sauf que je me suis retrouvée heurtée. En fait, il y a eu un gros blocage parce qu'en fait, les personnes en face m'ont dit un peu d'une certaine manière, « Ok, mais c'est juste une ligne de plus sur votre dossier médical. » Et donc, je n'étais absolument pas pris en compte. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de cas, c'est que généralement, il y a deux réactions de la part des équipes médicales obstétriques, pas psychiatriques.
c'est que soit il y a une plus grande surveillance des parents, enfin des futurs parents quand ils annoncent qu'ils ont un trouble psy, soit au contraire, en fait, il y a une sorte de recul, de décharge, de dire ah bah c'est pas notre spécialité, donc nous on fait rien. Sauf qu'en fait, ça reste des comorbidités, c'est le terme médical, et donc c'est super important en fait de pouvoir en parler, de pouvoir avoir une prise en charge globale, parce que ça influence énormément la grossesse, ça influence énormément le postpartum, et donc c'est important en fait de prendre ça en compte et de pouvoir allier les deux, de pouvoir allier la maternité et les troubles de santé mentale. Et je trouve que je n'ai pas eu du tout de soutien là-dessus, en fait. Parce qu'en fait, quand j'ai vécu ma dépression postpartum, déjà, quand j'ai vécu ma dépression anténatale, en fait, tout le monde disait que ah, mais c'est ces troubles de l'humeur, c'est pensées noires, c'est sa dépression, Et donc, en fait, je n'ai pas été vraiment prise au sérieux parce qu'en fait, les professionnels que j'ai vus à l'époque, ils pensaient qu'avec mon traitement, ça serait suffisant et qu'il fallait juste passer. Sauf qu'en fait, il y a quand même un truc de les hormones influencent le mental et le mental influence la grossesse. En fait, ça va dans tous les sens. Et donc, c'est important de pouvoir en parler. C'est important de pouvoir au moins comprendre, en fait, ce qui se passe. Et moi, après ma dépression postpartum, en fait, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. J'aime bien savoir pourquoi. Pourquoi ça fait ça, pourquoi quand je vis telle chose, je réagis ainsi. Je me pose énormément de questions et j'aime bien en fait aller poser des questions aussi à des professionnels. Je pense que dans une autre vie, j'ai dû être dans une autre vie, j'ai dû être journaliste, c'est possible. J'aime bien poser des questions et c'est notamment pour ça aussi que j'ai eu envie de lancer un podcast parce que j'aime bien poser des questions. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à essayer de poser des questions. J'ai fait une formation de péridance. Et en fait, au départ, je ne pensais pas à me spécialiser sur la question de la parentalité. Mais je me suis dit, c'est le bon moyen pour aller poser mes questions, pour comprendre en fait ce qui s'est passé, pour essayer de relire ma grossesse, mon postpartum, pour comprendre en fait tout ce qui a fait que c'est parti en vrille. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, il y avait plein de choses à savoir. Il y avait des réponses à mes questions, mais il faut aller les chercher. Ça prend vachement de temps. Et tout le monde n'a pas cette énergie-là. Et plus j'avançais dans cette réflexion-là, plus j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. Je suis pas sûre de les avoir un jour. C'est pas très réaliste. Mais je me suis dit qu'en fait, c'était important, que je ne pouvais pas être la seule, en fait. Et j'ai fait un travail de recherche là-dessus, sur la prise en charge des femmes enceintes avec un trouble psy dans les maternités. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup se posaient des questions et se demandaient mais comment on peut faire en sorte pour être mieux prise en charge, pour être mieux comprise, pour avoir surtout des réponses à nos questions. Comment tu as réussi à gérer les réactions des autres face à la réalité de mère ayant des troubles psy? Alors, j'en ai pas eu trop de négatives. J'en ai eu quelques-unes. Des personnes, en fait, de mon entourage qui m'ont dit c'est pas possible, direct. En fait, ou quand j'ai annoncé ma grossesse, j'ai eu des gens qui me diraient non, c'est pas possible. Si, en fait, c'est comme ça. C'est voilà, c'est là. On peut pas vraiment. Enfin, c'était vraiment très bizarre. J'en ai eu des comme ça. Il y a eu aussi des choses où j'ai d'abord annoncé que j'étais péridante, tout ce genre de choses. Et puis à un moment, je parle de ma fille sans faire attention. Et j'ai eu des réactions de « Ah, t'as une fille ?» Oui, en fait, oui. Oui, c'est ça, elle est là. Et du coup, je pense que des fois, les gens s'imaginent pas trop, en fait. Le truc, c'est que moi, je vois souvent les gens comme des tableaux, en fait. Il y a ce qu'on voit dans le tableau, mais il y a tout ce qu'il y a en dehors du cadre, en fait. Et c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas là. Généralement, quand vous croisez quelqu'un, que vous avez un ami, une connaissance, en fait, vous voyez ce qu'il y a dans le tableau, mais vous pensez que si c'est pas dans le tableau, c'est que ça n'existe pas, alors qu'en fait, si. En fait, moi, ma fille,
On la voit pas énormément. J'essaye d'être très discrète sur sa vie parce qu'elle a sa vie à elle. Mais elle est là. Et je vous assure qu'elle est là. Je le sens la nuit quand elle est là. C'est un peu particulier aussi parce que moi, maintenant, je suis de plus en plus ouverte sur ma santé mentale parce que je suis père aidante. Père aidante, ça veut dire que j'ai fait de mon expérience du médical en tant que patiente une expérience professionnelle. Et du coup, en fait, je suis devenue professionnelle de psychiatrie, pas médecin. Je ne suis absolument pas médecin, mais donc je suis devenue professionnelle grâce à mon expérience personnelle. Et donc, père aidante en santé mentale, ça veut dire que je dis assez ouvertement ma maladie. Et donc, c'est pas un souci pour moi. En fait, j'en parle très rapidement et tout ça. Et même des fois, en fait, j'oublie d'en parler parce que pour moi, de plus en plus, ça me paraît plus en détail qu'autre chose. Mais des fois, les gens tiquent un peu parce que j'en parle trop de manière à l'aise. Moi, c'est comme ça que maintenant je le vis. J'ai pas toujours été comme ça. Maintenant, j'en rigole. En fait, j'en parle ouvertement, mais parce que c'est mon quotidien, en fait. Ça fait partie un peu des étapes de deuil, je dirais, de notre vie d'avant, en fait. Avant qu'on ait un diagnostic, mais au final, le trouble, il a toujours été un peu là, d'une certaine manière. Mais moi, maintenant, j'en parle sans souci, et des fois, même, j'en parle un peu trop facilement. Les gens, ils peuvent être choqués, mais en fait, le fait d'être mère, je crois que je suis tellement... ça fait partie de moi. Comme ma maladie, ça fait partie de moi, en fait, que je ne fais pas attention aux réactions des autres maintenant. J'en ai eu, mais maintenant, en fait, c'est juste, c'est comme ça, en fait. Et quoi que vous disiez, ça pourra pas changer le fait que j'ai des troubles, ça pourra pas changer le fait que je suis mère. Après, il y a encore des moments où je surveille mes mots, je surveille toujours un peu la réaction des gens. Mais en fait, moi, je pense... En fait, j'ai réussi à me sentir mieux par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai eu énormément d'angoisse. J'ai pas eu beaucoup de réactions, mais j'ai eu énormément d'angoisse, moi. Et j'ai réussi à me sentir mieux à partir du moment où, justement, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit « Ah oui, je vois de quoi tu parles. Ah, je comprends. » En fait, ça m'a aidé à légitimer ce que je ressentais. Et même si c'était des gens qui vivaient pas exactement la même chose, en fait, ça m'a aidé à me dire que j'avais le droit de vivre ça et que j'étais légitime à exprimer mon vécu. Alors, je suis curieuse. Qu'est-ce qui t'a inspirée à devenir père aidante, en particulier dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité? Alors, comme je l'ai dit juste avant, en fait, moi, je me suis posé énormément de questions sur pourquoi, en fait, je n'avais pas eu accès à des informations, pourquoi, en fait, j'avais pas eu des réponses, pourquoi, en fait, on m'avait traité de cette manière-là, quand on m'avait traité comme si j'avais pas de maladie alors que j'avais une maladie. Et pourquoi j'ai eu autant de mal à allier deux spécialités médicales qui, en fait, me concernaient moi, mais qui, en fait, c'était comme si il y avait mon équipe médicale de psychiatrie et mon équipe médicale de gynécologie qui, en fait, chacun parlait de leur côté, mais pas ensemble, en fait. Et du coup, moi, j'étais là au milieu, mais en fait, ça concerne moi, donc en fait, il faudrait parler ensemble. Et donc, je me suis posé toutes ces questions-là, et en faisant mon mémoire de recherche dessus, sur le fait de... sur la prise en charge des femmes enceintes avec un trouble psy dans les maternités, en fait, je me suis dit de plus en plus, mais tout le monde se pose ces questions. Et moi, le temps que j'ai pris à essayer de trouver des réponses, des débuts de réponses, parce que là encore, je n'ai pas toutes les réponses, mais jamais, en fait. Et pourtant, j'ai rencontré des professionnels qui en ont plein. Eux-mêmes, eux disent, on n'a pas toutes les réponses, et c'est normal. Mais je me suis dit, mais ces personnes-là, en fait, les personnes lambda qui n'ont pas des années à apprendre à essayer de trouver des réponses, en fait, comment ils font ? Des choses toutes simples, en fait, comme j'en discutais il y a quelques jours, mais par exemple, les nausées du premier trimestre, ça arrive à beaucoup de monde. Des fois, c'est juste des nausées, des fois, c'est des vomissements. Mais quand on a un traitement médicamenteux chronique, eh ben, en fait, ça affecte l'assimilation du traitement. Donc, il y a des petites astuces à avoir par-dessus. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais il y a des petites astuces à avoir dessus. Mais
on peut avoir justement une possible rechute si le traitement n'est pas assimilé parce qu'il y a trop de vomissements. Et ça, c'est dangereux. Mais on n'en parle pas. Et pourtant, on devrait. Et donc, c'est comme ça que moi, en fait, je me suis dit, mais il faut qu'on travaille dessus. Et même si il y a quand même une partie énorme que j'ai créé, j'ai inventé, ce métier-là que je fais, à ma connaissance, personne d'autre le fait. Et pourtant, il devrait. Moi, j'aimerais qu'il y ait d'autres personnes, vraiment. Hein. Mais pour l'instant, j'ai l'impression d'être la seule. Et du coup, en fait, j'essaye au maximum d'être transparente sur ce que je fais parce que j'estime que comme c'est nouveau, ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison de le faire. Mais j'essaye au maximum, justement, de faire en sorte d'accompagner les gens pour qu'ils aient les réponses dont ils ont besoin. Et non pas donner mes réponses. C'est ça aussi qui est super important. C'est que quand les gens viennent me voir, moi, je demande d'abord ce qu'eux, ils veulent, en fait. Et on va chercher ensemble. C'est ce que je dis souvent. On cherche ensemble. Moi, je vais prendre le temps. On va essayer de trouver les moyens pour que vous puissiez avancer sereinement. Mais j'ai pas de méthode toute faite. Et personne ne devrait avoir une méthode toute faite, en fait. Parce qu'il faut que ça soit adapté à chacun. Est-ce que justement cette décision de devenir père aidante, ça a influencé ta propre expérience en tant que mère ayant une dépression et un trouble anxieux généralisé? Ce que je dis souvent, et je le pense vraiment sincèrement, en fait, je fais ça pour ma fille, d'une certaine manière. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'imagine ce que ma fille vivrait. Et je me dis que si un jour, elle se retrouve coincée comme moi je l'ai été, j'espère vraiment qu'il y aura quelqu'un pour lui donner des réponses. Et c'est pour ça que je fais ça, je parle à autant de gens, j'essaye de faire avancer la déstigmatisation, j'essaye de faire avancer les institutions, j'essaye de faire passer mon message. Parce que, en fait, j'espère que si jamais ma fille a un jour des troubles psy, qu'elle devient maman, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour lui donner ses réponses si jamais moi, je ne suis pas dans sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, un peu tous les jours, je me bats pour ça. Et je pense qu'en fait, d'une certaine manière, je le fais aussi pour moi, pour essayer de faire la paix avec la personne qui est tombée enceinte alors elle était persuadée qu'elle n'était pas capable d'être maman. Est-ce qu'il y a des moments où tu as senti que ton vécu pouvait être une ressource en fait pour les autres parents vivant des situations similaires? À chaque fois que j'entends quelqu'un dire « ça fait du bien de ne pas être seule face à ces problématiques », je me dis que je fais bien mon travail, en fait. Mon vécu, c'est une manière de le faire. Je peux en parler autant qu'il le faut, il n'y a aucun problème. Mais ce que je trouve important, c'est justement de dire que ça, c'est une des 10 000 possibilités d'être parent. En fait, il n'y a pas que le parent de couverture de magazine. Il n'y a pas que les parents sur Instagram, en fait. Il y a plein d'autres manières d'être parent. Et justement, en fait, même si mon vécu n'est absolument pas parfait, c'est un vécu comme un autre, en fait. Et chaque parent devrait pouvoir vivre comme eux, ils le veulent. Ce que je dis souvent, c'est que il ne faut pas chercher à être le meilleur parent possible, il faut chercher à être la meilleure version du parent qu'on peut être. Il y a cette phrase qui est souvent répétée d'être un parent suffisamment bon. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Après, c'est pas de moi, voilà, mais je sais que c'est une phrase qui tourne énormément. Moi, je dis qu'il faut être le meilleur parent pour son enfant, en fait, le meilleur parent qu'on puisse être. Parce qu'il y a l'idéal et puis il y a la réalité. Ma réalité à moi est que j'ai des troubles psy. L'idéal serait de ne pas avoir de troubles psy. Mais c'est pas possible. Donc, on fait avec la réalité. On fait avec ce dont je suis capable, en fait. Un autre exemple très concret, moi, j'ai détesté allaiter.
je le dis ouvertement, je n'ai pas aimé, ça a été une souffrance physique et psychologique, ça ne s'est pas bien passé du tout, mais je soutiens énormément les personnes qui veulent allaiter longtemps. C'est le choix de chacune, en fait, vraiment. Et je dis bien chacune, en fait, c'est ne laissez pas vos conjoints, vos proches, votre sage-femme vous dire quoi que ce soit. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Si vous le sentez, vous le faites et vous vous battez pour le faire. Il n'y a aucun souci, c'est un choix de chacun. C'est super important. Et c'est ça aussi, c'est que en fait, moi, j'avais tellement peu confiance en moi que je n'arrivais pas à me battre pour mes besoins. Et je pense que c'est super important de donner la confiance, de redonner de la confiance aux parents, en fait, aux personnes qui ont un projet familial. Parce que il n'y a que eux pour savoir, en fait. Il faut arrêter de dire aux gens, c'est comme ça pour être mon parent, c'est pas comme ça. En fait, des trucs culpabilisants, j'en vois tous les jours. Il y en a qui sont basés sur des choses légitimes, et il y en a qui sont pas du tout basés sur des choses légitimes. Mais il y a l'idéal et il y a la réalité, ce dont vous êtes capable. Et c'est ça aussi qui est super important, c'est que, par exemple, je me suis un peu éloignée sur mon exemple, mais ouais, je donnais l'exemple de l'allaitement. L'allaitement, ça a été prouvé que le lait maternel, ça a énormément de bienfaits pour les enfants, et ça, c'est un fait. Mais si l'allaitement, ça vous fait doucement perdre votre santé mentale, que vous avez envie de balancer l'enfant par la fenêtre à chaque fois qu'on parle d'allaiter, eh ben, on passe sur le biberon. Mais ça ne change pas le fait que c'est meilleur biologiquement pour l'enfant. Mais vous savez, ce qui est meilleur aussi pour l'enfant, c'est un parent en bonne santé mentale. Un parent qui arrive à ne pas se taper la tête contre les murs tous les jours. Donc c'est ça aussi, en fait. C'est pouvoir faire des choix. En fait, on a l'impression des fois, quand on lit des livres ou qu'on regarde sur les réseaux sociaux, qu'il y a une manière d'être parent et c'est tout. Mais non, pas du tout. En fait, c'est que être parent, c'est tous les jours des choix. Et les choix, ce qui doit influencer, c'est quoi le plus important pour vous? Le plus important, aujourd'hui, c'est de ne pas balancer mon enfant par la fenêtre. Et si c'est ça le plus important et qu'il ne faut pas allaiter ce jour-là à cause de ça, et on n'allaite pas. C'est ça aussi qui est important. Et mon vécu, justement, c'est justement que je ne me suis pas assez battue pour moi-même. Je ne me suis pas assez défendue. J'étais persuadée que les autres savaient mieux que moi. Et en fait, ma fille m'a montré d'une certaine manière que je savais très bien pour moi-même. Je ne suis jamais persuadée à 100% de savoir ce que je fais. Jamais je prétendrai savoir ce que je fais. Mais en fait, c'est ma vie. Au final, quand je m'endors le soir, il n'y a que moi dans ma tête. Il n'y a que moi qui va vivre ma vie. Il n'y a que moi dans mon corps. Donc en fait, c'est ça aussi que je trouve super important. J'essaye que chacun vive en paix avec ses décisions. Parce qu'au final, en fait, si vous dites quelque chose à un parent et que après, en fait, vous repartez dans votre petite vie et que le parent, lui, va devoir subir les conséquences seul de ce conseil-là, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc moi, généralement, quand je donne des conseils, je le dis toujours dans le contexte que c'est un conseil et si jamais ça ne vous va pas, vous ne l'écoutez pas et c'est tout. En fait, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous trouviez le conseil qui vous va à vous, qui vous aide à fonctionner au quotidien. En tant que père aidante, quelles sont les principales questions en fait ou préoccupations des parents qui reviennent fréquemment? Alors, les deux questions principales qui reviennent très, très, très souvent, et il n'y a aucun souci, c'est légitime comme question, c'est déjà, est-ce que je vais transmettre ma maladie à mon enfant? Et est-ce que, en fait, je vais être forcément un mauvais parent? Non et non. Enfin, oui et non. C'est très complexe. Moi, je parle de transmission. Je ne parle pas d'hérédité. Il y a 3 choses au niveau de la transmission à savoir, c'est qu'il y a une partie génétique, mais pas que. Il y a une partie environnement dans le développement, mais pas que. Et il y a une partie choc d'une certaine manière, en fait. On sait qu'un événement marquant, ça peut être une guerre, ça peut être une agression, ça peut être une crise économique, ça peut être plein de choses. En fait, ça peut provoquer des troubles psy par la suite. Et donc, en fait, développer une maladie psy, c'est un mélange un peu de tout ça. Mais c'est une question, en fait, qui occupe énormément la tête des gens, et je comprends, parce qu'en fait, on se dit, mais moi, si je suis comme ça, en fait, est-ce que forcément mon enfant le sera?
Moi, ce que je me dis souvent, c'est qu'il faut arrêter de voir comme si on était la cause du problème de nos enfants, mais si on pouvait justement être veilleur pour limiter, en fait. Je parle de parents veilleurs parce que si on connaît bien cette maladie, on va être à même de surveiller les premiers symptômes, les premières apparitions. On va être à même de savoir comment réagir face à ça, de quel chemin prendre. On parle souvent d'errance médicale pour les personnes qui ont eu des longues années avant de trouver un diagnostic, avant de trouver un long traitement. Si le parent, il sait déjà à peu près comment faire avec sa maladie, il pourra l'expliquer à son enfant. Et il pourra limiter les impacts, il pourra limiter l'errance médicale. Et ça, c'est super important, en fait. Mais ça, on n'en parle pas non plus. Mais pourtant, c'est très important. Et pareil, en fait, les préoccupations, en fait, de possiblement, on va foirer la vie de nos enfants. Excusez-moi de mon vocabulaire. Je ne devrais pas dire ça. Mais moi, je me dis, ça veut dire quoi, en fait? Admettre qu'on a des difficultés, admettre qu'on a des fragilités, ben, c'est positif, non? Parce que ça veut dire aussi qu'on va faire attention à nos limites, qu'on va faire attention à ne pas dépasser ses limites. Quelqu'un qui fait semblant que tout va bien, moi, personnellement, je ne lui fais pas confiance. Quelqu'un qui dit « Ah non, mais là, je peux pas, je sais que j'en suis pas capable », ben, en fait, je me dis c'est quelqu'un de réaliste, qui a les pieds sur terre et qui sait ce qui se passe. Donc, je vais plus lui faire confiance. Pareil, en fait, si nos enfants font de la thérapie, pour moi, c'est pas négatif. Parce que moi, je vois les bienfaits de la thérapie. Et ça ne veut pas dire forcément avoir un trouble psy, faire de la thérapie. Ça, c'est très important aussi. Mais il y a cette idée que si notre enfant fait de la thérapie, en fait, c'est forcément qu'on a raté sa vie. Non. Ça veut juste dire, justement, qu'on fait attention à ses fragilités et qu'il puisse parler à quelqu'un qui sera plus apte de l'écouter que ses parents. On a un rôle de parent à faire. Et il y a un rôle aussi de thérapeute, mais nous, on remplit notre rôle de parent à l'emmener chez le médecin s'il a besoin d'aller chez le médecin. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais parents. Moi, je sais que si ma fille a besoin un jour d'aller chez le thérapeute, mais je serai la première à l'emmener. Et j'attendrai dehors dans la salle d'attente et j'aurai une envie folle de lui poser plein de questions en sortant. Mais je ne lui poserai pas parce que ça sera à elle de me dire si elle a envie ou pas. Mais je sais ce que ça m'a apporté, en fait, les changements que ça a pu m'aider à mettre en place. Et donc, si ma fille en a besoin, mais je n'hésiterai pas du tout. Si tu avais un conseil à donner aux parents qui vivent avec des troubles psychiques et qui peuvent hésiter à demander de l'aide, ce serait quoi ce conseil? Vraiment visualiser le fait que qu'est-ce que vous diriez à votre enfant s'il se retrouvait dans cette situation-là? Vous aimeriez qu'il demande de l'aide? Eh bien, c'est important que vous le fassiez aussi. En fait, on est vraiment les modèles de nos enfants. On s'imagine qu'être le modèle de son enfant, c'est être parfait, de bien agir, de tout sacrifier pour eux. Mais non, pas du tout. En fait, être le modèle de son enfant, ça veut dire admettre quand on a besoin, demander de l'aide quand on a besoin de l'aide, demander de l'aide quand on a besoin d'aide, en fait. Des choses comme ça. C'est ça, être le modèle de son enfant. C'est l'aider à comprendre que, en fait, on est des êtres humains et qu'on a des forces et des faiblesses et ça ne fait pas de nous des mauvaises gens. Surtout aussi, en fait, il y a ce truc-là un peu particulier de stigmatisation. Vraiment très, très, très régulièrement, j'entends des parents qui disent « j'ose pas demander de l'aide parce que j'ai peur de passer pour un mauvais parent ». Du coup, ce sont des parents qui ne parlent pas aux professionnels qui pourraient les aider. Les professionnels, de l'autre côté, ils voient ça, ils se disent « ah, ils cachent des choses, c'est que ça va pas ». Donc, en fait, il y a ce cercle vicieux de stigmatisation où personne ne parle et du coup, on est persuadé que forcément, il y a un problème. L'idée, ça serait vraiment de remettre en place la communication. Alors, c'est pas évident parce que ça va des deux côtés. En fait, il faut que nous, les parents, on puisse en parler ouvertement et que être certain qu'en face, les professionnels accueillent notre parole. Et c'est là aussi l'intérêt de mon travail. En fait, c'est justement être là pour mettre en place une parole saine. En fait, pas forcément parler de tout, mais de parler en vérité, en fait, et que les parents puissent pleinement remplir leur rôle de parents en demandant de l'aide s'ils en ont besoin, et que les professionnels peuvent être vraiment présents pour les parents sans biais et sans préjugés. Et ça, c'est pas forcément évident. En tout cas, je pense qu'on a tous envie de savoir quels sont tes projets futurs en tant que professionnel engagé dans le soutien des parents confrontés à des troubles de santé mentale, parce que on sent que tu es très impliqué
et puis que ton travail, ça aide énormément. Alors, mes projets, j'en ai beaucoup. Et c'est chouette, ça me motive énormément. Je lance en début janvier, alors je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais je lance là début janvier des ateliers en ligne. Il y aura des groupes de parole pour les personnes qui sont concernées par un trouble de santé mentale ou neuroatypie et qui sont parents ou qui ont un projet familial. Il y aura aussi des ateliers spécifiques où à chaque fois, en fait, il y aura une thématique abordée, toujours entre parentalité et troubles psy. Et il y a aussi une formation pour les professionnels de tout type qui veulent être sensibilisés à ces questions-là. C'est une formation courte, c'est 3 fois 1h30. Mais voilà, tout ça, ça sera en visio, ça sera en ligne. J'ai aussi un podcast que j'ai lancé début décembre. Voilà, on est quel jour ? Voilà, début décembre, sur la maternité en ayant un trouble psy. Ça s'appelle Mère en eau trouble, que vous pouvez retrouver sur Spotify et sur Deezer. Et je continue à lancer des choses un peu. J'ai d'autres projets, tout ne se confirme pas forcément, mais justement, je travaille avec des institutions, avec des services, avec des personnes pour essayer de faire évoluer en fait les pensées, de libérer la parole et de donner l'accès à la parentalité à un maximum de personnes. Après, toujours, en fait, je ne serai pas celle qui dit il faut avoir des enfants, il ne faut pas avoir des enfants. Le plus important, c'est que chacun puisse avoir le choix comme il a envie de l'avoir, en fait. Si votre choix, quel qu'il soit, il a été mûri, réfléchi, que vous avez pu poser votre question, c'est un choix légitime. Et personne ne devrait y redire quoi que ce soit. Merci beaucoup Pascaline d'avoir partagé ton parcours et de nous avoir aussi partagé tes réflexions très inspirantes. Il faut savoir pour les auditeurs que Pascaline est réalisatrice du podcast Mère en eau trouble. Donc c'est un podcast bienveillant sur les personnes qui doivent jongler justement entre maternité et leurs troubles psy. Alors n'hésitez pas à retrouver Pascaline sur les réseaux sociaux et à aller écouter son premier épisode de son podcast qui est sorti récemment. Donc je vous mets tout en description, je compte sur vous, restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. À tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.